Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui autour d'une nouvelle conférence, cette fois-ci pour parler d'intelligence artificielle, d'enjeux, de souveraineté européenne, avec Mathieu Michel, qui a été de longue date très investi dans le domaine de la digitalisation, mais également récemment aussi plus investi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous avez été également secrétaire d'État à la digitalisation dans ce domaine précis. Mathieu Michel, merci d'être présent ce soir. Merci pour l'invitation surtout. Ouais. Mais avec grand plaisir. Nous allons très vite rentrer dans le vif du sujet et d'aborder aujourd'hui de souveraineté européenne en termes de matière d'intelligence artificielle. On l'a vu que 80% aujourd'hui de l'intelligence artificielle est souvent de possession américaine aujourd'hui, avec un marché exclusivement américain. Est-ce que selon vous, il faudrait aujourd'hui, avec le potentiel qu'on a en Belgique en termes d'innovation, en termes de recherche, en termes de semi-conducteurs, en termes de quantique, de recherche, est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu de développer peut-être une souveraineté européenne, voire belge, en matière d'intelligence artificielle? Ok, bien. D'abord, bonjour à tous. Il y a plein de photographes dans la salle, c'est génial. Félicitations. Alors, c'est super intéressant parce que lorsqu'on parle de souveraineté numérique, ou souveraineté tout court, le digital est essentiel. Et c'est pas que l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui tourne autour en fait de la construction d'autonomie, j'ai envie de dire stratégique, autour des technologies. Tu parlais des semi-conducteurs, on peut parler effectivement du cloud souverain, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucun opérateur de cloud européen qui rivalise avec Amazon Web Services, avec tous ces fournisseurs finalement de solutions de données. Pourquoi je parle de ça? C'est que on ne peut pas déconnecter en fait l'enjeu de l'intelligence artificielle de l'enjeu de la donnée. À la fois la donnée entrante, mais aussi la donnée en fait produite, puisqu'en fait aujourd'hui, lorsque on discute avec ChatGPT, avec Claude ou avec d'autres, en fait, on envoie des masses de données en fait vers les serveurs, très souvent évidemment américains, qui nourrissent en fait deux choses, à la fois qui continuent avec nos propres données à nourrir les algorithmes. Donc en gros, quand on travaille avec ChatGPT, Claude et autres, on continue à les rendre encore meilleurs, ok. Premier élément. Et deuxième élément, ces données qu'on donne, en fait, elles sont sous le régime réglementaire des États-Unis ou des pays où on envoie ces données. Ça veut dire que lorsqu'on parle avec Claude, OpenAI, ChatGPT, ce que vous voulez, eh bien, si on leur parle, par exemple, dans l'industrie, de comment on va faire pour améliorer un processus industriel, eh bien, ces données-là, à un moment donné, elles nous échappent. Donc, il est fondamental aujourd'hui de retrouver la capacité à construire, si pas nos propres modèles, en tout cas notre propre chaîne d'utilisation de la donnée qui reste propriétaire et souverain. Alors, moi, je suis assez optimiste parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un réveil européen qu'on n'avait pas il y a 4 ou 5 ans. Ce réveil européen, il est lié au fait qu'on se rend compte que les États-Unis, ils ont leur logique et on ne peut pas leur en vouloir, mais leur logique n'est pas du tout compatible avec notre logique. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vois, je fais beaucoup de rencontres, je vais beaucoup sur le terrain, je vois aujourd'hui qu'il y a vraiment la conscience d'un certain nombre d'éléments, c'est récupérer la propriété ou la maîtrise de sa donnée, qui est vraiment le pétrole de cette intelligence digitale. Ça, c'est un moment qui est essentiel. On parle beaucoup du cloud souverain, des réflexions en matière de régulation pour justement conserver ces données. Premièrement. Deuxième élément, moi, je pense que de plus en plus, avec des modèles de LLM accessibles qu'on peut entraîner soi-même, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle européenne destinée à des fonctionnalités particulières qui construisent en fait des modèles plus souverains, plus résilients. Plus autonome. Donc, est-ce qu'on a gagné? Non, on n'a pas gagné. Est-ce qu'il y a un réveil par rapport à ça? Oui. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'applications souveraines européennes qu'on va pouvoir développer. Peut-être pas avec la même qualité que OpenAI, Anthropic ou autres, mais avec une qualité suffisante que pour avoir un impact industriel qui réponde aux besoins. La Belgique a engagé certaines mesures, un plan de convergence avec 166 mesures, 913 millions engagés dans l'intelligence artificielle. Mais la Commission européenne a pointé très vite des irrégularités, des faiblesses aujourd'hui dans le système belge, notamment dans la coordination, dans la stratégie. Aujourd'hui, qui devrait piloter en fait, selon vous, l'intelligence artificielle? Le fédéral, le régional? Alors, 500, l'Europe. L'Europe. Moi, je pense que quand on parle de souveraineté européenne, souveraineté belge, et pourtant je suis très comme toi, je pourrais porter mon pins avec mon drapeau, mais sincèrement, faut être lucide. La Belgique ne pèse rien, quoi. Et donc, ce qu'on doit réussir, c'est casser le silo national pour aller chercher directement une stratégie qui est européenne. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le mal de souveraineté
européenne, il vient de la volonté de concurrence intra-européenne. Et donc, lorsqu'on parle de modèle, la France, par exemple, va défendre Mistral, mais va aimer qu'il n'y ait rien d'autre qui se développe. Nous, par exemple, on a la chance d'avoir l'IMEC, qui fait de la recherche en semi-conducteurs, mais il faut que l'IMEC soit soutenu par la France, l'Allemagne, ce genre de choses. Et donc, quelque part, on ne peut pas considérer que l'Europe sera souveraine au niveau de ces technologies-là si ce n'est que l'addition de stratégies belges, hollandaises, luxembourgeoises. Donc, on doit avoir une vision qui est plutôt européenne. Le problème, c'est quoi? C'est que la gouvernance européenne, je croisais des gens qui sont en Sciences Po dans la salle, la gouvernance européenne est ultra fragmentée. Or, si vous regardez aujourd'hui dans le théâtre géopolitique, qui l'emporte? Ceux qui l'emportent, c'est ceux qui sont malheureusement moins démocratiques, c'est-à-dire plus centralisés sur un territoire plus grand et qui, en plus, malheureusement pour nous, développent une diplomatie de la brutalité. Okay, et nous, quand on voit des stratégies très ciblées et très concentrées, eh bien, on prend des semaines, des années, des mois pour réussir à réguler. Je prends un exemple qui est très clair. Le AI Act, je le sais parce qu'en fait c'est moi qui ai dû terminer les négociations sur le AI Act. On a commencé à parler du AI Act, je pense il y a 6 ans, un truc comme ça, et il est seulement en application, il rentre seulement en application maintenant. Mais imaginez, 5 ou 6 ans pour entamer, réfléchir, négocier une régulation sur l'AI Act, sachant la vitesse avec laquelle elle évolue, ça c'est pas possible. Mais c'est rendu réel par cette fragmentation des lieux de décision. Donc pour vous, l'Europe devrait pouvoir, en tout cas, affirmer une position stratégique et permettre en fait de limiter la concurrence entre les États en sein de l'Europe, qui éviterait parfois des concurrences comme on voit entre la Flandre, qui est parfois plus innovatrice aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. Ouais, moi j'ai pas envie de dire qu'il y a une région qui est plus innovante que d'autres. La Flandre a des fleurons, la Wallonie a des fleurons, Bruxelles a des fleurons et c'est très bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le fait de vouloir, comment dire, être meilleur en Wallonie, meilleur en Flandre, meilleur en Belgique, ne nous rendra jamais meilleurs en Europe. Or, aujourd'hui, l'échelle de compétitivité, c'est sur des entités de cette nature-là, en fait. Et on le voit, je veux dire, si on veut aller, un ticket d'investissement en IA aux États-Unis, déjà, il va être porté par le privé et il va directement peser sur plusieurs dizaines de milliards. Nous, sincèrement, un ticket d'investissement en IA, il va être porté par le public et il va tout de suite peser, je sais pas, 10 millions, 15 millions. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut être compétitif si on développe des logiques de cette nature-là? C'est pas possible. Quand on prend, par exemple, OpenAI n'a pas de souci à aller débaucher un cerveau en Europe, lui taper un chèque de 200 millions par an, c'est réglé, quoi. Donc, on est dans des schémas qui sont pas sur la même échelle. Et c'est pour ça que penser que on va y arriver uniquement en pensant belge, je pense que c'est pas la bonne chose. Comme ça que moi, j'ai jamais travaillé de cette façon-là. J'ai toujours voulu amener des réflexions standardisées au niveau européen, et je me réjouis, en parlant d'IA par exemple, que la ministre Mats ici a développé un projet, enfin a adhéré à un projet européen pour créer un supercalculateur réparti sur plusieurs pays. Je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais dans le même temps, alors qu'elle fonctionne sur une dimension européenne, elle n'a pas été associée les régions. Voilà. Donc c'est ça qui est embêtant, c'est que pour avoir quelque chose d'ambitieux, on doit d'abord se mettre d'accord à 3 ou 4 en Belgique, et c'est cette position-là après qu'on va porter au niveau européen. Donc on perd une énergie dingue et des moyens encore plus, quoi. Donc ça serait peut-être le SPF BOSA qui a déjà traité ce genre de logique, qui puisse être un relais entre l'Europe et le fédéral. J'aimerais bien que ce soit aussi simple que ça, mais ça l'est pas, puisqu'en fait le projet en question, ce projet-là spécifique, il n'est pas spécifiquement porté par le SPF BOSA, qui est en fait comment dire, l'espèce de service informatique, je résume, hein, de l'État fédéral. Moi, je pense qu'il devrait avoir cette ambition-là, mais finalement, c'est quoi? C'est le SPF économique qui a pris ça sous sa coupe. Et donc, l'IA, par exemple, c'est intéressant parce que l'IA, est-ce que c'est de l'économie? Est-ce que c'est de l'éthique? Est-ce que c'est du service public? Est-ce que, tu vois? En fait, c'est le drame de matière de cette, comment dire, de cette imbrication-là, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de gens responsables qu'il n'y a plus personne de responsable.
tu vois? Et donc, moi, ce que je constate, et je crois que c'est un vrai frein à l'ambition européenne, c'est que c'est la fragmentation des lieux de gouvernance qui flingue les capacités à décider. Sincèrement, quand vous voyez aux États-Unis, bah, quand Trump, le jour où il devient président, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a sur son bureau une centaine de actes qu'il signe dans le quart d'heure. Ça, c'est un truc qui est totalement inenvisageable en Europe, qui est même très très questionnant au niveau démocratique. Bah, si c'est questionnant au niveau démocratique, c'est quand même très efficace, quoi. Mhm. On voit que la Belgique est quand même très sensible à l'intelligence artificielle. Presque un quart des sociétés aujourd'hui en Belgique déclarent utiliser l'intelligence artificielle. On voit qu'on a des moyens. Stavel parle plus de 34% finalement au niveau de certaines entreprises qui ont plus de 10 salariés, ce qui est un chiffre même au-dessus de la moyenne européenne. Et finalement, on voit encore que la Commission européenne dit explicitement qu'on a un manque d'infrastructures, on a un manque de cloud, et finalement qui permet ce développement d'intelligence artificielle sur le territoire. Est-ce que le vrai risque aujourd'hui, ce n'est pas forcément de parler du risque de l'IA en elle-même, mais plutôt du retard accumulé en termes d'intelligence artificielle? Mais alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est encore très en retrait au niveau européen, mais là, en Belgique, on est quand même un des pays qui utilise le plus l'IA dans les entreprises. Il y a un autre chiffre qui est difficile d'identifier, mais qui est ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire les collaborateurs qui utilisent l'IA, mais qui ne le disent pas à leur boss. Ce qui est aussi très problématique en termes de fuite de données, par exemple, hein. Alors, je pense qu'on doit continuer à implémenter un maximum la compréhension pour une entreprise de ce que l'IA peut apporter. Très souvent, c'est le cas dans les PME. Les PME, bah, elles sont pas forcément hermétiques à l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle, mais elles ne savent pas pourquoi faire en fait. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais essayé. Moi, ce que je dis très souvent, c'est que ce qu'on doit faire dans un premier temps, avant même de se dire faut avoir la dernière IA, la plus performante, la plus extraordinaire, c'est en fait déjà utiliser l'IA pour des tâches simples. Bêtement préparer une réponse à un mail, ce genre de choses qui vont permettre de faire gagner du temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut récupérer notre retard, la première démarche, c'est une démarche simple, quoi. C'est juste continuer à travailler sur l'adoption. Mais c'est vrai pour toute une série de technologies. C'est vrai pour la cybersécurité, par exemple. C'est vrai bon, pour l'IA. C'est vrai pour même la digitalisation basique des entreprises, c'est-à-dire bêtement avoir un CRM dans la gestion client. Et donc cette sensibilisation-là, elle reste compliquée. Pourquoi? Parce que le, le- on a encore beaucoup de PME qui sont dirigées par des quinquagénaires, des sexagénaires qui ont toujours travaillé d'une certaine façon. Et donc intégrer des nouvelles technologies, déjà bêtement un CRM, c'était compliqué. Mais leur dire, alors qu'ils sont même pas encore sur un CRM digitalisé, qu'on se battait déjà pour ça, qu'ils doivent intégrer la cybersécurité, l'IA et ce genre de choses, ça reste complexe. Et je pense que c'est vraiment le travail qu'on doit faire. Avant de considérer qu'on va envoyer une PME sur la Lune, il faut déjà qu'elle puisse répondre à son mail bêtement en utilisant un menu d'IA, Mistral ou autre. Et par rapport au manque d'infrastructures qui est pointé par l'Europe? Mais le manque d'infrastructures, je suis moyennement d'accord. Je pense qu'il y a des. Alors l'Europe, quand je connais l'Europe et ses rapports, hein, donc à un moment donné, Oui. voilà. Aujourd'hui, on sait faire de l'IA en Belgique. Tu vois, je veux dire. Mhm. Si on veut faire de la recherche fondamentale en IA, ben, on n'est peut-être pas aussi bien équipé que d'autres pays, mais on peut faire des collaborations avec le Luxembourg dans le supercalculateur. On a inauguré il y a, je crois, un mois, à mon avis, c'était pas compris dans le rapport de l'Europe, il y a un mois ou 6 semaines, je sais pas, on a inauguré un supercalculateur à Charleroi. On est en train de s'intégrer dans un projet d'infrastructure IA au niveau européen. Donc, je pense que c'est important de continuer à infrastructurer le territoire en serveur, data center, ce genre de choses, et puissance de calcul. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, à ma lecture, en tout cas ça c'est mon avis, ce n'est pas ça qui fait qu'une entreprise, une PME va se lancer ou pas dans l'IA. Mhm. Tu vois, on a suffisamment accès à des infrastructures de calcul, même s'ils ne sont pas sur le territoire, pour qu'une IA puisse travailler, faire du vibe coding, enfin qu'une PME puisse travailler, faire du vibe coding, améliorer ses processus industriels. Enfin, si on veut faire de l'IA aujourd'hui en Belgique, on sait le faire plus que dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc vous parlez presque d'instaurer une politique industrielle liée à ces Bah différentes non, tâches? moi, ce que je dis, c'est qu'on doit vraiment intégrer maintenant, l'IA doit devenir un collaborateur de plus dans une entreprise. Mhm. Moi, dans pas mal de conférences, quand on me dit, ça va aller, je suis dans pas mal de conférences tech,
et on m'explique que finalement Gemini est quand même beaucoup mieux que Mistral, que Bazar, que Roll Machin. Si on réussit déjà à utiliser les fonctions de base de Mistral dans une PME qui n'utilise pas d'IA, elle augmente déjà sa productivité de l'ordre de 200 ou 300%. Et donc c'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, toutes les PME n'ont pas besoin d'envoyer un satellite sur la Lune, quoi. Ou autre chose, hein. Et cette sensibilisation par l'IA, vous pensez qu'elle doit être intégrée très rapidement, même dans l'éducation même? À mort, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis scandalisé de voir le niveau d'intégration de l'intelligence artificielle dans les cursus aujourd'hui. Mhm. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans votre unif, mais aujourd'hui, l'IA est perçue comme de la triche, ce qui est honnêtement de la folie furieuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser de l'IA sans discernement, mais je pense qu'aujourd'hui, on ferait mieux d'apprendre aux jeunes à critiquer l'IA qu'à ne pas l'utiliser. Et donc évidemment que ce serait génial que tous les étudiants puissent tout faire et en plus manier l'IA quand c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, sincèrement, euh, chacun d'entre nous, on est potentiellement un chef d'orchestre de différentes IA. Et donc l'IA doit nous obéir, doit nous écouter, doit construire ce qu'on veut. Et on doit rester, c'est un élément qui est essentiel, on doit rester maître de l'IA. Moi, dans votre génération, les statistiques sont vraiment effrayantes. J'avais lu un truc, et me dites pas non, hein, parce que je sais que vous le faites. Je sais que vous le faites, parce que moi aussi je le fais. Dans ce qu'on produit avec l'IA, j'avais lu que, en tout cas ça c'est sur les jeunes de moins de 25 ans, je crois qu'il y a 80% de ce qui est produit n'est même pas lu. N'est même pas lu. J'essaie de voir. Bon, vous, peut-être que vous le lisez. Mais bon, les autres, c'est pas le cas. Vous voyez, mais ça, c'est dingue. C'est-à-dire que si c'est pas lu, ça peut se retrouver dans un rapport, ça peut se retrouver dans un discours, dans un texte, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quand même assez flippant. Et là où on doit, je pense, éduquer la jeune génération, mais même ma génération, c'est à voir comment on porte un regard critique sur l'IA. Quand je vois la rectrice de Lucent, que j'adore, hein, Petra, c'est une copine, mais qui va faire un discours En et inventant des citations. bah, c'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de malade, franchement. Et donc je la connais, donc elle a dû s'emballer sur le truc, la phrase était jolie. En plus, bah, écoute, c'est Einstein, c'est génial. Et puis elle va le lâcher devant tout le monde, c'est malheureux, quoi. Mais ça, pour moi, c'est une grande leçon. Parce que je pense que votre génération, quand je vois ce qui existe aujourd'hui, j'ose même pas imaginer ce avec quoi vous allez dealer dans les 10-15 prochaines années. Ça veut dire que si on ne vous met pas directement dans un processus mental de prise de contrôle de ça, ça va être une catastrophe. Moi, Vous parlez de plus d'éthique pour aller presque plus loin, en fait, en utilisant l'intelligence oui, artificielle. oui, je pense qu'on doit vraiment on doit rester maître de l'IA. On doit rester maître de l'IA. Et aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'on est dans un schéma où on pense qu'on a encore le contrôle, mais on l'a plus. Moi, c'est cette histoire de la semaine dernière, là, ou cette semaine, je sais plus, cette nouvelle IA d'Anthropique qui s'appelle Mythos, je sais pas si vous avez vu Mhm. ça, alors, est-ce qu'il y a du marketing autour pour faire monter l'action? C'est possible, j'en sais rien. Mais une intelligence artificielle qui est capable d'attaquer un système aussi centralisé et sécurisé que les banques, au point finalement d'être pas lâché de peur que quelqu'un l'utilise contre les banques, les systèmes bancaires, vous imaginez un peu. Et on est uniquement en 2026. Une IA qui a montré même des faiblesses dans des structures Ouais, qui ouais, n'avaient même pas été vues elle a trouvé depuis une des vingtaine failles d'années, oui. 0D, des trucs qui sont là depuis 27 ans et qu'on utilise tous en confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui est super interpellant. Et donc, je reviens sur cette question d'apprentissage. Se dire qu'on a ça, et qu'en même temps, dans les unifs, dans les écoles, on s'interroge encore si c'est bien ou pas d'utiliser l'IA dans une dissertation, mais je me marre, quoi. Évidemment que dans un monde parfait, l'IA nous attend, et elle fait pas de bêtises, et c'est cool, et elle nous obéit, et c'est génial, et du coup j'ai le temps d'apprendre à faire ma dissertation, apprendre à mettre un S au pluriel, les genres de choses. Mais soyons clairs, c'est pas ça. Même les cours de langue, quand aujourd'hui, le débat, je parle du secondaire, quand on dit voilà, il faut maintenant forcer le néerlandais dès le. Ouais, bien sûr, mais fondamentalement, demain, on aura tous des lunettes, des bazars dans les oreilles, qui traduisent en temps réel les discussions qu'on peut avoir avec un Chinois, un Cantonais, j'en sais rien. Donc, je pense qu'on est vraiment sur deux niveaux de temporalité qui pour moi, m'inquiètent, ouais, vraiment. Est-ce que vous pensez que ça pourrait créer même presque une inégalité sociale entre différentes universités qui, en fait, limitent ou interdisent l'accès à l'IA? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, vous utilisez tous l'IA ici, j'imagine. Vous voyez la différence de qualité de ce que vous produisez quand vous l'utilisez ou pas. La difficulté, c'est quoi? C'est que, enfin, c'est pas que vous l'utilisiez, c'est que il faut que vous soyez. En fait, il faut que l'apprentissage
puisse s'adapter pour que vous puissiez avoir un regard critique sur ce que vous produisez. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est comment est-ce qu'effectivement, votre génération qui est accompagnée maintenant dans ses études supérieures avec l'IA, comment est-ce que vous allez faire la part des choses entre de la qualité vérifiée en termes de contenu, et quelque chose qui a été produit de façon artificielle par l'IA, peut-être sur des datasets qui n'étaient pas forcément les plus pertinents. Allez, ne pas savoir, par exemple, comment fonctionne l'IA en termes de biais algorithmiques, par exemple, c'est terrible. Allez, je vais prendre mon cas, moi. C'est génial parce que j'ai un site internet que je travaille beaucoup en SEO. Donc c'est un site internet avec beaucoup d'articles, avec beaucoup de contenu, et je produis moi-même beaucoup de contenu, où évidemment je dis pas du mal de moi, ok, je serais con. Et puis il y a suffisamment de personnes en dehors pour le faire, hein. Et donc, mais par contre du coup, et je suis très très bien référencé Google, mais quand je demande à Google qui je suis, et franchement, je transforme l'eau en vin, je multiplie les pains, enfin c'est génial, un peu comme Trump maintenant. Mm. Donc, et donc, alors, c'est cool pour moi, mais je suis lucide. Je suis lucide, c'est comme ça parce qu'effectivement, les données sur lesquelles sont entraînées, c'est effectivement des données Google, ce genre de choses, qui sont très bien référencées pour ce qui me concerne. Si on prend certains débats particuliers, je vais pas les citer, mais dans lesquels il y a une très grosse activité sur Internet, et qui va plutôt dans un certain sens, ben, l'IA sera biaisée sur cette lecture-là. Je prends un bête exemple pour des libéraux, c'est intéressant de s'interroger, il y a une plus grande activité de mouvement de gauche sur Internet que de mouvement de droite. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a plus de données de gauche pour entraîner certains modèles que de données de droite. Mhm. Et ça, c'est pas à cause de l'IA, c'est à cause d'un moment donné des datasets qu'il va chercher. Et si vous voulez limiter ça, vous devez quelque part intervenir humainement dans l'algorithme, ce qui n'est pas bon non plus, parce que ça veut dire qu'on biaise humainement Les quelque chose. résultats, ça. Tu vois, donc l'IA est à la fois extraordinaire, mais à la fois hautement dangereuse. Mhm. Et si on ne sait pas ça, eh ben, voilà, on est biaisé dans ce qu'on produit. On parle d'université, mais aussi d'un impact aussi réel sur les métiers de demain, de savoir aujourd'hui que certains métiers en particulier sont ciblés par des risques au niveau de l'intelligence artificielle. On va demander une certaine adaptation par rapport à ça. Le rapport de Philippe Aghion, prix Nobel de l'économie, avait rédigé un rapport, l'IA, notre avenir pour demain, à Gabriel Attal, en ciblant qu'en réalité, seulement 5% des métiers seront réellement perturbés par l'intelligence artificielle et qu'en fait, le moins touché seraient les métiers techniques, manuels. Est-ce que ça demande finalement une requalification aujourd'hui autour de l'enjeu du métier de demain, d'une certaine façon? Oui, je pense. Alors, moi, j'ai vu passer pas mal de rapports, et en fait, ils sont tellement contradictoires les uns avec les autres que je crois qu'il ne fait que confirmer qu'on ne sait pas ce que ça va avoir comme impact. Mais il y a des éléments qui sont assez évidents, c'est que les métiers moins, allez, manuels sont moins impactés par l'IA, mais quand on voit ce qu'on produit aujourd'hui en termes de robotique, on peut quand même se poser la question. Il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, hein, quand je dis quelques années, quand on voyait un robot, c'était très balbutiant, aujourd'hui, un robot, il a des doigts qui peut déboucher un capuchon, qui peut éventuellement visser une vis. C'est quelque chose qui était pas identifiable en fait il y a quelques années. Donc je pense que même certains métiers techniques vont être impactés, mais j'ai quand même néanmoins le sentiment qu'ils vont être moins impactés que des métiers qui sont paradoxalement des métiers qui sont aujourd'hui, je veux dire, plus reconnus que d'autres. Quand on prend par exemple tous les Deloitte, KPMG, les consultants payés bien cher pour faire des PowerPoint, Mhm. ils réfléchissent aussi un peu, j'imagine. Ben ça s'effondre. Un radiologue, par exemple, dans certains schémas de médecine spécialisée, même dans certaines mesures, certains chirurgiens, il y a toute une série de métiers qui aujourd'hui sont hautement valorisés d'un point de vue intellectuel, qui honnêtement vont perdre de leur superbe parce qu'en fait, ils vont être moins compétents que des algorithmes. Alors, on parlait d'éthique tout à l'heure, je pense que c'est important que même dans ces métiers-là, qu'on garde une vraie présence de décision humaine, mais on est déjà dans un schéma aujourd'hui où une IA est plus efficace pour poser un diagnostic qu'un être humain. Et c'est logique, puisqu'une IA va incorporer l'expérience de milliers, donc de millions de radiographies, avec le traitement qu'il y a eu derrière, ce genre de choses. Donc, ça veut dire évidemment que. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que
euh, en bon libéral social que je suis, ça veut dire que peut-être qu'on va revaloriser des métiers qui aujourd'hui, paradoxalement, sont moins valorisés. Dans un hôpital, par exemple, ben, aujourd'hui, l'infirmière est bien moins rémunérée que le radiologue pour faire un travail qui est plus pénible, qui est plus, et qui est surtout beaucoup plus important pour le patient. Et donc, moi, les radiologues vont m'adorer, moi, je rêve d'un monde où on paye plus l'infirmière que le radiologue. Et ça, c'est ce que je pense qui va se passer, enfin, ce que j'espère qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, l'IA va redonner en fait plus de valeur à des métiers humains. Et peut-être des métiers aussi où l'émotion humaine, la sensibilité humaine va représenter un avantage. Revaloriser la culture, par exemple, revaloriser la culture du beau, tu vois. Si l'IA nous libère de tâches un peu, ouais, un peu aseptisées, Administrative ou... ouais, eh ben, nous redonner, ça doit nous redonner de l'espace pour développer qui nous sommes. Et quelque part, quand on regarde l'évolution des métiers, à chaque fois qu'il y a eu des révolutions industrielles, c'est pas la première qu'on vit. Bon, celle-ci, elle est solide quand même, hein, faut pas déconner, mais, mais par contre, allez, la machine à vapeur ou autre a aussi libéré la machine-outil dans les champs, la moissonneuse-batteuse, ça a libéré aussi du temps. Et si vous regardez, proportionnellement, ce temps qui a été libéré pour des métiers nouveaux qui se sont créés, mais plus autour de l'humain. Et l'émergence d'une classe moyenne en plus au 19e. Ouais, oui, bah, tu vois, merci monsieur le prof d'histoire. Et donc, je trouve ça intéressant. Allez, des profs de sport, j'ai une prof de sport. Enfin, au 19e, j'imagine, de savoir, il n'y a pas beaucoup, il y a moins de profs il y a moins de profs de sport qu'aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est ce que je pense. C'est ce que j'espère. Donc d'une certaine façon, on imagine par exemple, il y a quelques semaines, j'organisais une conférence avec des artisans qui estimaient que l'IA en fait pourrait les épargner de tâches administratives aujourd'hui extrêmement présentes dans leurs tâches et finalement les faire revenir à leurs tâches plus manuelles et humaines derrière. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que allez, pour qui utilise l'intelligence artificielle, ça libère de tâches chiantes, quoi. Euh, alors, ce qu'il y a, c'est que je pense que ça va être de plus en plus, comment dire, ça va être de plus en plus loin dans ce que ça peut faire à la place des individus. Euh, Moi, il y a quand même un truc, j'entends moi le rapport que tu évoquais des 5% qui vont être modifiés, mais allez, moi, il y a quoi? Quand j'étais encore secrétaire d'État, j'avais une équipe de 25 personnes, avec un service communication, des gars qui me faisaient des notes, secrétaire pour le. Euh, Maintenant, je travaille alors tout seul j'ai un collaborateur, on est deux, mais je suis plus productif aujourd'hui avec la liste de mes agents, avec le lien que j'envoie pour mes agendas. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Donc, je ne peux pas imaginer que ça ne va pas avoir d'impact et que l'impact sera limité à 5%. Et donc, ça ne veut pas dire que. Comment dire? Donc, ça veut dire qu'il y a. Je ne vois pas. Je suis moins convaincu que toi de l'idée que les métiers vont juste un peu évoluer. Je crois vraiment qu'il y a des métiers qui vont être juste moins nombreux et je pense que ces métiers vont être remplacés par d'autres. Probablement des filières plus manuelles ou ce genre de choses, plus humaines, plus détente, plus culture. Ce qui est pas mal aussi, hein, parce que ça ramènerait aussi un peu plus de reconnaissance et de respect pour la culture, ce qui est pas Les plus métiers souvent mal. aussi en pénurie également derrière. Oui, mais après, ce qu'il faut voir, ça, je sais pas, c'est là que c'est très compliqué. Quels sont les nouveaux modèles économiques qui vont ressortir? Parce que c'est pas uniquement, pour moi, les métiers, c'est une chose, mais c'est plutôt les modèles économiques. Je prends un simple exemple. Moi, j'ai développé une boîte de cybersécurité. Ben, en cybersécurité, auparavant, quand on faisait un pentest, c'était donc un test de pénétration sur une infrastructure, c'était un hacker, hein, qu'on employait. Il commençait à coder, chercher, bazar. Aujourd'hui, avec Claude, allez, en 3 minutes, vous avez un hack qui prenait 2 semaines avant. Mais ça veut dire que la valeur aujourd'hui d'un hack est peut-être à 10-15 000 euros, mais aujourd'hui, avec 6 euros de token, vous avez la même chose. Donc l'impact sur les modèles économiques, il est colossal, évidemment. Et c'est vrai, le médecin, c'est pareil. Un médecin un radiologue qui aujourd'hui est payé bien cher pour faire une prestation, si demain il travaille encore moins que ce qu'il travaille aujourd'hui, est-ce qu'on va le payer autant? Non, oui, ok, mais enfin, je sais pas, tu vois, ce qui vaut quelque chose aujourd'hui vaut moins demain, sans doute. Et peut-être quelque chose qui vaut rien aujourd'hui vaudra plus demain. Je parle d'infirmière tout à l'heure. Où l'expertise, en tout cas humaine derrière, sera d'autant plus valorisée également derrière. Vous parlez de radiologues. Ouais. On a vu également dans les systèmes d'intelligence artificielle qu'on avait tendance à surinterpréter, voire suranalyser aussi des imageries médicales. Ce qui montre que le radiologue, dans sa supervision humaine,
va avoir une supervision d'autant plus nécessaire au niveau qualificatif. Je sais pas. Donc, C'est ce qu'on m'a toujours dit. J'en sais rien, je sais pas dire. Je sais pas dire, je sais pas dire. Euh, Moi, dans les discussions par rapport à ça, l'élément qui me perturbe, c'est pas tant le fait que le radiologue soit meilleur ou moins bon, c'est qu'à un moment donné, si le radiologue, comment dire, allez, imaginons qu'on considère qu'un radiologue allez, soit pertinent à 75% du temps, mais que l'IA soit pertinente à 95% du temps. Et le ratio est plus mhm, marqué que ça, hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur les 5% qui restent? mhm, Tu vois? Et donc, qui assume la responsabilité d'une erreur? L'IA, le fabricant de l'IA, le médecin qui a laissé passer les 5%, tu vois? Euh, c'est-à-dire une question, c'est qu'imagine que tu donnes une radiographie avec un bilan établi par une IA, et qu'on dit, mais de toute façon, à la fin, c'est le médecin qui tranche, mais qui laisse une probabilité de 5%. Il va jamais dire que l'IA s'est trompée. mhm. Tu vois? Donc, de facto, la machine va remplacer le jugement humain. Euh, et, euh, et donc, j'ai abordé la question rapidement de la responsabilité derrière, mais la responsabilité derrière aussi. Est-ce que c'est le médecin qui n'a pas osé contredire une radio à 95% identifiée, ou bien est-ce que c'est le gars qui a fait l'algorithme qui va être responsable? Est-ce que c'est le distributeur qui a vendu la machine qui a fait l'algorithme, tu vois? Ouais. Donc, ça, c'est un autre aspect qu'on n'aborde jamais, mais tu parlais de l'éthique, mais la responsabilité de l'IA est aussi quelque chose d'essentiel. On l'a vu dans mon domaine en architecture, justement, Ouais. la fait qu'on fait préfabriquer aujourd'hui des maisons en 3D, avec parfois des défauts de construction, qui doit assumer également la responsabilité Ben voilà. aujourd'hui de parfois de faire loger des gens aussi Ouais. dans ce genre de maison. C'est une des raisons pour laquelle moi j'ai beaucoup travaillé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'IA, quoique, c'est l'identité digitale. C'est la responsabilité numérique, c'est-à-dire pouvoir à un moment donné dire que lorsque tu fais un algorithme, bah, tu le signes et tu en es responsable. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les algorithmes, ça peut être de l'IA, ça peut être autre chose, ça peut être ce que tu expliques avec les maisons par exemple, la façon dont l'algorithme est conçu, vendu, utilisé, euh, chacun a une responsabilité qu'il doit assumer. Et il ne s'agit pas de dire je fais un algorithme, je le mets, je le balance, et après c'est plus mon Mhm. problème, l'architecte n'avait qu'à vérifier. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et qui, paradoxalement, n'est pas très fort développé. Un algorithme n'est pas signé. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit être plus attentif. Le rapport de Philippe Aghion, fourni à Gabriel Attal, mentionnait que une intelligence artificielle et l'innovation ne sera pas forte tant qu'elle ne bénéficiera pas en tout cas, d'informations de qualité. Mhm. Ce qui sous-entend également l'accessibilité à des données publiques, Mhm. voire parfois des données personnelles. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on peut, en tout cas aujourd'hui, garantir l'accessibilité à ces données publiques pour l'innovation sans affaiblir elle-même la vie privée? Ouais. Bah, c'est une question super intéressante et je t'avoue que moi, quand j'étais au gouvernement, c'était ma priorité. La priorité, c'était d'essayer de rendre accessible un maximum de données publiques déjà, parce Mhm. que ça, c'est un premier élément, c'est que les datasets de données publiques en Belgique, en tout cas, n'étaient pas fort accessibles. Et donc, moi, je fais passer une loi pour les rendre plus facilement accessibles, justement pour entraîner les modèles. Et alors, sur les données personnelles, ben pareil, on a développé je sais plus comment ça s'appelle, c'était le Health Data Space, qui visait vraiment à avoir un espace où on pouvait aller chercher des données anonymisées pour entraîner le modèle. C'est quelque chose qui pour moi était essentiel, parce que pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la base de tout. Et en plus, la chance qu'on a en Belgique, c'est comme on a, en matière de santé singulièrement, Mhm. on a un modèle social et un modèle santé qui est ultra développé. Du coup, on a des données santé qui sont beaucoup plus nombreuses que dans d'autres pays, en fait. Mhm. Et donc, c'est là que c'est vraiment intéressant parce que si on permet à nos entreprises, pharma ou autres, d'avoir accès à ces données anonymisées, s'entend bien entendu, eh bien, on libère peut-être la capacité d'avoir des algorithmes prédictifs qui sont plus développés chez nous. Et c'est d'autant plus intéressant que la Belgique a fait le choix ces dernières années de valoriser tout son secteur, santé, pharma et ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on a un embryon de secteur là qui est déjà présent, qui est en train de faire sa mutation vers la haute technologie. Et donc c'est d'autant plus intéressant que leur donner des datasets qui sont de qualité, avec... Alors,
je sais que c'est toujours un peu une angoisse, moi je connais ça très bien, donc je suis peut-être moins angoissé, mais avec une grande rigueur sur le fait qu'une donnée santé doit être anonymisée, patati patata, pour être sûr. Après, il y a toutes les questions sur l'anonymisation, la Mhm. pseudonymisation, tu peux poser des questions. Donc cette Mais, souveraineté de l'IA doit s'accompagner également d'une certaine garantie ouais, bien sûr, aujourd'hui de oui. la donnée personnelle. Oui, mais ces garanties, elles existent. Alors, moi, je rigole toujours de voir à quel point on est inquiet de savoir comment circulent les données santé en Belgique, alors qu'elles sont d'une rigueur complètement dingue, mais que dans le même temps, on n'a pas de souci à aller mettre une photo de son, voilà, de soi aller à l'hôpital sur Facebook, quoi. Il y a un paradoxe dingue là, tu vois. En termes de sécurité, on parle également, l'intelligence artificielle devient de plus en plus présente dans le domaine militaire également. Est-ce que vous pensez aussi que la Belgique doit pouvoir se saisir, tout comme l'éducation, d'un réel enjeu derrière? Oui, bon, on le fait, hein, donc il y a deux choses. D'une part, la Belgique, sous l'ancien gouvernement, a développé une composante cyber. Et quand on parle de domaine militaire, c'est cyber, hein. Enfin, l'IA, c'est IA sur l'ensemble, mais la cyber est directement impliquée. Donc, on a développé le Cyber Command, qui ont une composante comme l'armée de terre, l'armée de l'air, la composante cyber, quelque chose qui est super important. Et dans cette logique-là, on a ce qui s'appelle le DIRS. Je sais plus quoi, c'est la direction de la recherche scientifique, un truc comme ça. C'est fait des appels à projets pour que des boîtes puissent remettre des nouveaux projets en matière d'innovation, technologie, et beaucoup par intelligence artificielle évidemment aujourd'hui. Mais ça suppose aussi des questions plus globales. Euh, ben, sont des recherches au niveau belge. Mhm. Et donc moi je pense qu'il faudrait avoir plus de recherches au niveau européen. Alors il y a des recherches qui se font au niveau de l'OTAN également, mais ce besoin en fait de technologies IA, cyber et autres, l'armée est en plein dedans. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que c'est quand même un pas de géant technologique. Parce qu'il y a 5 ans ou il y a 6 ans, l'armée, c'était des chars en métal qu'on devait pouvoir envoyer dans des murs, quoi. Mhm. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus fin. C'est-à-dire que ces outils-là, ils doivent s'accompagner de logiciels résilients, de structures, de dessins de drones qui tournent autour d'eux. Enfin, on est vraiment passé dans un univers qui n'a plus rien à voir. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde, aujourd'hui, je citais les robots, les robots hyper agiles qu'on voit en Chine, par exemple. Moi, je trouve ça dingue de voir un robot qui est agile, qui peut faire des sauts périlleux avant, arrière, des airs, tout ça. Et puis, on lui met une mitraillette dans les mains, quoi. Mhm. Et honnêtement, enfin, moi, j'ai vu personne faire des manifestations parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on prend un robot, on lui met une arme dans les mains. On prend un drone qui vole, on met une mitraillette dessus et voilà, et c'est cool. Moi, je trouve pas ça cool. Moi, j'ai un vrai problème. Euh, les traités de non-prolifération des armes nucléaires, pour moi, devraient s'adapter et s'appliquer à ça. Parce que ça veut dire que maintenant, la capacité de létale autonome d'un robot, c'est aujourd'hui, quoi. C'est maintenant. Euh, donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète très fort. Euh, et faut voir vraiment la différence. Imaginez une armée de robots chinois. T'intéresse pas? Non, je déconne. Une armée de robots chinois avec une Kalachnikov ou n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, mais nous, voilà, les évolutions qu'on fait subir, c'est un matériel un peu plus performant ou un meilleur équipement pour nos militaires. Il y a quand même un décalage. Enfin, c'est comme si on était les Indiens avec nos arcs à flèches Oui, c'est et sûr. qu'on devait se battre contre des fusils, quoi. Donc là, il y a un vrai décalage qui est en train de se mettre en place. On l'a vu d'ailleurs dans la guerre en Ukraine, Ouais, la ouais. présence de l'intelligence artificielle qui a parfois remplacé le contrôle des drones, des choses comme Mais bien ça. sûr, bien sûr. Juste, C'est drôle, allez, on trouve ça bien parce que c'est pour se défendre, mais un drone dont certains sont sont semi-autonomes qui va tuer un individu, c'est quand même quelque chose qui pour moi, enfin, et dans le même temps, on interdit les mines antipersonnelles, quoi. mhm. Tu vois, donc, quelque chose de fou, là, hein. On a vu parfois certains drones rentrer dans des chars Ouais, ouais, qui étaient ouais, ouais, pilotés ouais, 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 ouais. et le dommage humain que ça a Oui, oui, et du en coup. plus maintenant des drones filoguidés qui sont pas interceptables, imaginez le dégât que feraient 5 ou 6 drones filoguidés un jour de match de football au OSL. Mathieu Michel, vous avez abordé l'éducation, la sécurité, le domaine militaire. Quels seraient en tout cas selon vous les trois domaines, trois priorités absolues en tout cas à donner aujourd'hui pour la Belgique, même au niveau de l'Europe, en tout cas à développer dans ce domaine pour éviter justement ce retard
et les conséquences que ça pourrait entraîner? Honnêtement, travailler ensemble. Je pense qu'on a un vrai problème de gouvernance. On a un vrai problème de gouvernance décentralisée et en siloté. À tout niveau, en fait, quand il y a trop de personnes qui décident, il n'y a plus personne qui décide. Et ça, c'est le drame que nous vivons aujourd'hui dans le positionnement géopolitique européen. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir la solution, mais je vais prendre un exemple pour bien comprendre comment on peut travailler ensemble. Je parlais du AI Act. C'était une régulation qui est intéressante, hein, qui a été très loin, mais qui est quand même intéressante. Mais quand il s'agit d'implémenter le AI Act précise que pour accompagner cette régulation-là, il va y avoir 27 autorités indépendantes l'une des autres, une dans chaque pays. C'est complètement con. Mhm. C'est complètement con. Ça veut dire que si je suis une boîte qui fait de l'IA, et si je déploie un système dans un pays ou dans un autre, je vais devoir avoir, je vais être contrôlé par des entités qui, alors, je ne vais pas dire qu'elles ne se parlent pas, mais sincèrement, elles se parlent peu. Et donc, ça veut dire que tu crées une hétérogénéité d'implémentation d'une régulation stratégique, premier élément. Et en plus de ça, tu as un autre impact, c'est que, je disais tout à l'heure que si Anthropic est prêt à payer à un gars 200 millions parce qu'il est bon en IA, tu crois sincèrement qu'on va avoir 27 pays qui vont fragmenter ne serait-ce que la captation de cerveau pour travailler là-dessus, et on va avoir 27 entités efficaces. Non, c'est complètement con. Il faudrait en avoir qu'une seule, mettre les moyens en commun, et à ce moment-là, on peut avoir quelque chose qui est crédible, qui est cohérent pour les entreprises. Et donc, pour moi, vraiment, le vrai drame aujourd'hui de l'Europe, c'est la fragmentation de ces niveaux de décision, de niveaux d'implémentation. Et c'est vrai pour tout. En Europe, on a 27 ministres du digital, même beaucoup plus, hein, parce que certains sont responsables du digital, certains sont responsables de l'intelligence Mhm. artificielle. Rien que chez nous, en fait, regarde, bah, On peut se fragmenter, hein. mais ouais, Mhm. enfin, tu citais le nom du plan IA que j'ai développé. Je n'ai pas appelé ça un plan national d'IA, j'ai appelé ça un plan de convergence Mhm. IA. C'est déjà complètement con. Ça veut dire que c'est un plan de convergence parce que je ne pouvais pas faire de plan national. Mhm. Parce que quand j'ai fait le plan IA national, il y avait déjà 3 plans qui existaient. Oui. Et donc, j'ai dit à mes collaborateurs, ils m'ont dit, mais enfin, Mathieu, il faut faire un plan national. Je dis, ben, je ne vais pas faire un 4e plan. Donc, je préfère que mon plan, ce soit juste essayer de faire que les 3 autres plans soient cohérents, quoi. Et s'il y a des trous dans la raquette, on essaie de les combler pour que ça ressemble à quelque chose d'homogène. Mais l'énergie qu'on passe comment dire, oui, à rendre compatibles des choses qui ont été construites de façon ensilotée, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Parce qu'on voit la France qui investit, qui souhaite établir et budgétiser aujourd'hui un plan à plus de 10 milliards en termes d'intelligence artificielle. Ouais. Ça crée un réel fossé par rapport aussi à la capacité qu'on a en Belgique à pouvoir développer aussi un certain facteur. Mais moi, je suis super content que la France mette 10 milliards et pour en mettre 100. Et moi, sincèrement, je veux dire, je trouve que à un moment donné, je préfère que la Belgique dise, tiens, on va mettre 1 milliard qu'on va donner à la France, pour autant qu'on puisse utiliser les moyens qui sont générés là. C'est ça le truc. C'est que je pense que, et de grâce, votre génération, euh, vous devez penser en souveraineté européenne. J'aime bien mon pays, hein, c'est pas ça. Mhm. Mais la Belgique seule ne sait pas rivaliser avec le concert géopolitique actuel. Euh, le- le- et c'est vrai pour tout. Si on veut développer des semi-conducteurs, les 27 pays européens ne seront pas les meilleurs, ne seront pas les 27 pays les meilleurs en semi-conducteurs. Mhm. Or, c'est essentiel. La technologie quantique, elle arrive. La Ouais. technologie quantique, elle va reposer sur des nouveaux types de semi-conducteurs. Vous croyez sincèrement que les 27 pays vont être capables d'être les meilleurs? Non. Et donc, c'est ça, moi, qui me rend dingue, c'est que cette espèce de, de, de souverainisme, de chauvinisme national, c'est mignon tout plein, mais en termes d'efficacité dans la concurrence géopolitique mondiale aujourd'hui, Mhm. c'est moche, mais aujourd'hui, c'est la taille qui compte. Pour vous, elle va jusqu'à tuer en fait la recherche et le développement de, Ouais. de l'Union européenne. Oui, oui, donc ben, je dis pas que ça tue. Alors, c'est pas ça, hein, il y a des collaborations, Mhm. mais c'est moins efficace de se dire on va faire des collaborations entre pays que de se dire on va faire un projet directement ensemble, penser comme étant ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe a des budgets de recherche, et plutôt que de décider nous on investit sur tel domaine, elle va faire des appels à projets. Et donc si l'Europe à un moment donné 5 milliards à développer sur l'IA, elle va pas faire un projet à 5 milliards. Elle va découper son enveloppe en disant on a 5 milliards et on fait des enveloppes de 5 millions, de 10 millions, de 100 millions.
ok? Mais du coup, qu'est-ce que tu vas avoir? Plutôt que d'avoir un projet à 5 milliards, là, tu peux commencer à avoir quelque chose qui tient la route. Mais je t'explique aussi qu'aux États-Unis, 5 milliards, c'est de la blague. Mais si en plus on le découpe pour que tous les pays retrouvent un petit peu une partie de l'argent qu'ils ont mis à la base, ben, tu refragmentes tout ton truc. Ça, et je vous prends un exemple, je vous prends un exemple bien belge, hein, bien. On parlait j'évoquais l'IMEC tout à l'heure. La stratégie flamande pour l'IMEC, c'est de dire aujourd'hui, hein, là où je vous parle, la Flandre dit voilà, à vous IMEC, on vous donne 250 millions d'euros par an, et avec ça, vous devez aller chercher, je crois que c'est 2 fois ça ou 3 fois ça dans le privé. Ok? Ça veut dire financement, ah ouais, sur des temps libéraux, c'est génial. Donc 250 d'argent public, et vous allez chercher 5, 6, 700 dans le privé. Et faites de la recherche. Commencez pas à nous embêter avec des rapports. On vous fait confiance, vous êtes construit pour ça. Ok? Et quelque part, le meilleur gage de votre succès, c'est que les entreprises privées viennent vous voir. Aujourd'hui, les puces que vous avez dans tous vos téléphones, hein, elles ont été conçues à l'IMEC, ici à Louvain. Ok? En Wallonie, dans le même temps, on met 50 millions par an, donc pas 250, mais 50, qu'on va répartir sur 10, 15 opérateurs sur 20, 30 appels à projet. Mais c'est évident que c'est pas possible. Donc voilà, Et donc, les trois priorités absolues, il n'y en a qu'une. il n'y en a qu'une, Ouais. T'en veux deux c'est... autres? Non, non, pour moi, la priorité absolue, c'est vraiment réussir à travailler ensemble. C'est vraiment réussir à créer de la centralisation de gouvernance et de Une stratégie décision. commune, en tout cas, Oui, enfin, oui, ça c'est vraiment essentiel. Mais même des projets communs, ambitieux, c'est en faire moins avec plus. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Parce que Après, comment vous passez de l'Europe aujourd'hui à déjà des SPF qui sont déjà présents? On parle même de laboratoires d'innovation comme le NIDO, Hmm. qui est un département du SPF, qui a parfois un peu du mal, en tout cas, à pouvoir insuffler des dynamiques dans les SPF. Comment vous arrivez, à partir d'une stratégie européenne, à pouvoir combler parfois les lacunes au niveau du fédéral? Mais alors moi j'ai participé à un jury là, il y a quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, sur les hackathons d'intelligence artificielle honnêtement, ils sont en train de récupérer leur retard. Mais le problème, c'est que, alors ils font des trucs géniaux, hein, mais ils font des trucs que d'autres font déjà depuis 3-4 ans, tu vois. Mhm. Donc il y a ce retard-là. Je pense que ce qu'il faudrait, ça c'est ma lecture, et moi j'avais mis ça en place au niveau de Beaux-Arts, hein, puisque j'ai dirigé Beaux-Arts politiquement, c'est vraiment des cellules d'intelligence artificielle, des cellules d'innovation dans les SPF eux-mêmes, mais aussi des cellules transversales. Donc on Tu parle de vois. plateforme, en fait, de mise en commune, de Oui, recherche commun en différents inter-SPF. oui, mais tu sais, c'est même pas, ça ne doit même pas être des plateformes complexes, hein. C'est parfois simplement allez, un service qui se dit, tiens, on va utiliser l'IA pour processer les formulaires qu'on reçoit. Donc ça peut aller très vite, quoi. Parce qu'on vous parlait de la concurrence parfois qui neutralise ça. Avec des récents contacts avec le NIDO et le SPF qu'on avait contacté, on voit qu'il y a parfois des tensions, des concurrences encore internes dans les différents SPF. Comment arriver à vaincre même cette concurrence parfois entre inter-SPF? Écoute, moi, j'ai pas identifié des concurrences internes dans les SPF. J'ai identifié des différentes approches technologiques dans les SPF. Ça, Ok. oui. Ça, oui. Merci beaucoup. Non, mais tu m'as fait flipper avec les autres là tout à l'heure. Alors, on va passer aux questions. Ah, Ça génial, permet super. l'échange quand même avec le public. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Vous mentionniez les enjeux de sécurité et défense, et je me demandais si au Parlement, donc notamment dans les commissions de défense et relations internationales, l'IA c'était quelque chose qui était donc intégré, compréhensif, plutôt que vraiment un pilier à part auquel on ne se préoccupait pas tant que ça. L'IA, alors, on n'aborde pas l'IA comme une thématique dans les commissions, mais c'est intégré dans la réflexion générale, si tu veux. Donc, ça veut dire allez, l'IA aujourd'hui, elle est partout. En fait, sincèrement, dans tout ce qui est innovation, et certainement en défense, il y a toujours un moment donné où l'IA intervient d'une manière ou d'une autre. Ok. Mais c'est vrai dans tout ce qui se passe aujourd'hui, dans tous les produits qui sont mis allez, dans les sachets de cette nature-là, l'IA est utilisée, mais il y a pas de l'achat d'IA, si tu veux. Ok. Après, il y a toute une série de démarches en cours au niveau de la défense, mais qui passent pas forcément au niveau du Parlement pour l'IA. Mais aujourd'hui, enfin, tu ne sais pas imaginer des technologies de pointe sans IA.
D'autres questions? J'avais une petite question j'ai lu ça dans la presse ce matin que Accenture et Google Cloud voulaient s'installer à Bruxelles dans le but d'avoir toujours ce cloud souverain style européenne. Mais on voit quand même que pour avoir ce cloud souverain, on se plie quand même à une entreprise américaine qui est Google. Donc ça pose quand même la question de cloud souverain, mais à quel prix? Ouais. Pour moi, ça pose pas la question. Pour moi, Google Cloud n'est pas un cloud souverain. C'est ma position politique. Et quand on a négocié les discussions au niveau européen sur le Cloud Act, il y avait deux visions qui s'opposaient. Il y avait la vision, et là pour le coup, j'étais d'accord avec la France, une vision qui est de se dire, tiens, pour avoir un cloud souverain, il faut qu'il soit français. C'est pour moi ça. La sécurité, vous inquiétez pas, elle est là. Non, mais je peux aller voir, hein, On peut la voir. Ah, ok, rien à voir. Non, Ah, ne merci. vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je croyais que c'était ici le jeu de rôle. Et donc là, pour le coup, je trouvais intéressant la position de la France qui disait non, un cloud souverain, il doit être régi par les règles européennes, c'est-à-dire qu'il doit être ici, en France, en Belgique ou que ce soit, mais maîtrisé par l'actionnariat qui est de l'actionnariat européen. Parce que le Cloud Act, en fait, si vous avez AWS qui vient, ou bien Google qui vient déposer un serveur ici, qui dit ouais, mais attendez, il est chez vous. Oui, mais aujourd'hui, la régulation, je sais plus comment il s'appelle, la régulation américaine par rapport à ça, je ne sais plus son nom, permet au gouvernement d'aller mettre son nez dans des données d'une entreprise américaine qui ne sont pas sur le sol américain. Et donc, c'est toute la question essentielle quand on parle de ChatGPT ou autre. Mais ChatGPT, même si vous dites qu'ils ont des serveurs ici, eh bien, les États-Unis peuvent aller dedans. Et c'est dingue, parce que si vous regardez, il y a quelques cas récents qui démontrent que des enquêtes peuvent aller checker vos données de ce que vous avez dit à ChatGPT, quoi que ce soit. Pire que ça, est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est fait arrêter, ouais, parce que elle avait dit qu'elle posait des questions pour voir comment tuer son mari. Bon. Moi, je connais pas le mari, je peux me positionner, mais c'est quand même fou, quoi. C'est dingue parce que ça veut dire que le profilage aujourd'hui est encore plus voilà. Et or c'est insidieux parce que quand on est sur Facebook, on sait ce qu'on pose, mais quand on est en discussion avec une intelligence artificielle, à un moment donné, on se lâche quoi. Hein. Et c'est pour ça que moi je crois très fort qu'il y a des modèles européens qui vont se développer et c'est aussi pour ça que je suis très comment dire très soutenant et très militant pour que le cloud européen souverain ne fasse pas de concessions sur ces entreprises américaines. C'est des entreprises américaines et c'est très bien pour elles, mais il n'y a aucune raison qu'elles veulent nous faire croire qu'elles savent faire du cloud souverain chez nous. Elles ne savent pas faire du cloud souverain chez nous tant qu'elles sont détenues par des Américains. Point, c'est tout. Et c'est une forme de protectionnisme digital aussi. Hein. Et c'est ce que fait la France aussi en passant toute l'administration française qui va passer de Windows En Linux, à ouais. Linux. Ouais. C'est vraiment C'est la même chose. C'est la même chose. Et donc moi je pense que c'est vraiment ce qui est un peu, tu sais ce qui est chiant par rapport à ça, c'est qu'en fait quand tu passes à de la souveraineté digitale, inévitablement tu réduis la qualité de ce que tu as. Parce qu'aujourd'hui on est moins bon. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est ça qui est embêtant, c'est que on est obligé de passer par une phase où on va avoir moins bon. Mais si on ne passe pas par cette phase-là, on ne va pas soutenir le développement du moins bon, tu vois. Mistral aujourd'hui, alors moi j'aime bien faire la publicité de Mistral, mais fondamentalement, ils sont moins bons que tout le reste. Ils sont moins bons que Claude, moins bons que ChatGPT. Alors ils sont bons pour des trucs basiques, ils valent quelque chose, mais ils sont pas aussi bons. Pour ça que Mistral, pour l'instant, est très soutenu par les États pour essayer de booster la qualité de Mistral. Mais fondamentalement, Mistral est vraiment moins bon, quoi. Et donc, est-ce qu'on est prêt à accepter de payer quand même Mistral s'ils sont moins bons mais si on ne le fait pas, ils ne reviendront jamais meilleurs. Donc, tu vois. C'est pour ça que je trouve le cloud souverain est un truc intéressant. Parce que le cloud souverain, fondamentalement, même si on est moins bon, on le ressent moins que si on utilise ChatGPT. Et donc, le cloud souverain, je pense, quelque chose qui est intéressant parce que, pour moi, c'est la base de tout. Parce que si je parlais de la boîte de cybersécurité sur laquelle je travaille pour l'instant, on développe notre propre intelligence artificielle de cybersécurité, mais on l'héberge sur du hosting européen pour que toute la chaîne de valeur, si tu veux, soit européenne. C'est-à-dire que quand tu fais un pentest avec ce truc-là, c'est pas des informations qu'on envoie aux États-Unis, quoi. C'est des informations qui restent sur un serveur européen maîtrisé par un actionnaire européen. Voilà. Ça, je pense que c'est
c'est peut-être quelque chose qui peut nous ramener un peu dans la course. Mathieu Michel, je vous Par remercie exemple, merci. infiniment d'être venu. Quelle efficacité, d'ailleurs. Oui, j'ai tenu mon délai. Félicitations. Vous nous avez quand même présenté un beau projet européen, en tout cas de redialoguer autour d'États membres, autour de cette question d'intelligence artificielle, de nos métiers jusqu'à l'avenir militaire également, et de cette conscience éthique et humaine que vous défendez depuis longtemps. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Merci en tout cas pour l'accueil, c'était cool. Et Merci à très beaucoup. bientôt, hein.